numéro de votre magazine Économie et Livres. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette émission qui place en tout cas les préoccupations socio-économiques au cœur des analyses, au cœur évidemment de l'exploration. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur une thématique toute particulière dont l'exploration exige une certaine subtilité. Quoi de plus normal, beaucoup d'auteurs en tout cas n'osent pas s'y aventurer. Mais lui, il a osé et a pu produire un ouvrage dont l'intitulé est le droit douanier et les libres-échanges en République démocratique du Congo, avec pour sous-titre Procédure et fiscalité à l'import-export. Un ouvrage, en tout cas, publié dans la maison d'édition L'Harmattan à Paris, nous sommes là en France, et préfacé par le directeur général de la Direction générale des douanes et accises, je cite monsieur Bernard Kabessé Moussangou, et postfacé par le professeur ordinaire Thierry Aubrist, très célèbre pour ses connaissances approfondies en fiscalité suisse, mais également international. Évidemment, je parle de maître Nathan Mukendi Odiane. Il est chercheur, avocat, écrivain, assistant et doctorant à l'université de Lubumbashi, mais également spécialiste en droit des entreprises. Maître Nathan, je vous dis bonjour et bienvenue dans nos installations. Bonjour, monsieur Igor. Merci pour votre invitation. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, vous avez abordé une thématique toute particulière que beaucoup, en tout cas, n'osent pas s'y aventurer. Une thématique qui mêle le droit douanier au libre-échange. De première vue, ça peut paraître paradoxal, mais quand même, vous y êtes aventuré. Alors, première question, d'où vous est partie cette motivation? Voilà, merci beaucoup. D'emblée, il faut retenir que c'est pas facile d'aborder une question aussi complexe, la question de la douane dans les domaines juridiques. Pourquoi? Parce que beaucoup de juristes aujourd'hui, de magistrats, des avocats, des conseillers juridiques, quand on parle de la question de la douane, on pense à la fiscalité, c'est automatiquement la fiscalité. Okay. Et vous savez, beaucoup de juristes n'aiment pas de calcul. Pour tout ce qui concerne le calcul, ils ne préfèrent pas. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a pas assez de spécialistes. Ce qui n'est pas ou qui n'a pas été facile pour moi parce que déjà un domaine vide, il n'y a pas d'ouvrage continu, il a fallu que je puisse descendre sur terrain. Okay. J'ai été à la Direction générale des douanes et accises, les DG m'a donné l'espace. C'est comme ça que j'ai pu faire l'étude. Je me suis rendu compte que le droit douanier, là, était exclusivement exploré. Mais un droit, quand vous entrez dans l'arsenal académique, dans notre système académique, vous n'allez pas trouver le droit douanier comme cours, particulièrement à la faculté de droit. Okay. Moi, par exemple, j'ai fini à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi. Je n'ai pas vu ces cours à l'université. Alors, ça m'a révolté quand je suis allé à la douane de me rendre compte qu'il y avait des spécialistes, des économistes, des gens qui n'ont pas fait le droit, mais qui maîtrisaient la législation douanière. Alors, en tant que juriste et chercheur, je me suis dit non, il faut chercher ou à mettre à la disposition nos amis juristes, un outil très important ou qui explore, qui leur montre la voie pour apprendre et devenir aussi spécialiste en droit douanier, mais aussi pour diversifier la législation douanière. Vous savez, le législateur congolais dans la Constitution, il pose le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tout le monde doit connaître exactement que dit la loi en ce qui concerne le domaine de l'import et l'export en République démocratique du Congo. C'est comme ça que je me suis dit que je pouvais mener des recherches approfondies dans ces domaines qui m'ont pris aujourd'hui plus ou moins 4 ans de recherche pour arriver à mettre en évidence cet ouvrage qui est, comme vous l'avez dit, publié aux éditions L'Harmattan en France. Ce qui n'a pas été facile donc d'arriver jusqu'à là. Et ça donne à penser que vous aviez d'emblée en fait une motivation purement académique et scientifique. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres motivations derrière cet aspect de choses, des motivations académiques et scientifiques? Bon, tout d'abord, tout part bien sûr de la motivation académique, mais aussi c'est pour mettre à la disposition de la République démocratique du Congo des stratégies pour diversifier notre économie, pour atteindre notre potentiel économique. Évidemment. Parce que la douane, comme vous le savez bien, la douane contribue jusqu'à 30% du budget national. Mais aussi avec la question du libre-échange. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la question de la douane sans toucher les libres-échanges. Évidemment, je crois qu'on va approfondir cette question-là. Voilà, c'est comme ça que j'ai été motivé par le fait qu'il
il faut mettre des stratégies pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir son potentiel économique. Donc, en mettant à leur disposition donc, des stratégies de moyens juridiques, économiques pour la réussite de la douane et aussi face au libre-échange. Je crois qu'on ne va pas entrer peut-être dans les considérations étymologiques du mot douane et autres. On va en tout cas s'en passer. Je prends justement, je dirais, dès l'entame de votre ouvrage, vous avez abordé la question de l'évolution, en tout cas des administrations douanières à travers le monde. Et je me suis spécialement intéressé sur les administrations douanières en République démocratique du Congo. Et quand on parle des administrations douanières, on voit là, en toile de fond, en tout cas, le service public qui encadre les recettes douanières. Je cite la DGDA. Or, dans le passé, il y avait l'OFIDA. Alors, vu que vous avez abordé cet aspect des choses dans votre ouvrage, j'aimerais savoir ces passages de l'OFIDA, qui était l'Office de douane et accises, à la Direction générale de douane et accises. Ces passages, n'a-t-il pas apporté quelques innovations? Bon, effectivement. Mais tout d'abord, je vous ramènerai dans l'histoire de la douane. La question de la douane ou l'histoire de la douane commence avec la signature de l'acte général de Berlin. Okay. Nous sommes le 26 février 1885 en Allemagne. Alors, à ce moment, on signe l'acte général de Berlin pour la création du Congo, dans l'actuelle République du Congo. Et dans l'acte général de Berlin, quand vous prenez l'article 13 de résolution de cet acte, on va obliger à la RDC de pouvoir laisser la liberté pour ce qui concerne les échanges commerciaux. Et donc on va imposer à la RDC pour dire que voilà, nous vous créons vous en tant qu'État, mais nous vous demandons que vous puissiez donner la liberté des échanges entre le Congo, qui était le pays créé dans les temps, avec la France, la Belgique et d'autres pays d'Europe. Et c'est là qu'a commencé l'histoire de la douane. Okay. Après, il y a eu l'État indépendant du Congo qui a été créé, comme vous le savez très bien, l'EIC, qui était devenu comme une propriété privée de Léopold II. Et Léopold II, quand il a pris la gestion de l'EIC, lui, il a instauré. Il a mis en évidence le frais, c'est-à-dire le paiement du droit des douanes à l'import et l'export. Et là, dans les temps, vous savez, on n'exportait pas, on n'était pas très riche en échange commercial. On pouvait voir l'exportation de certains produits agricoles, des animaux, ainsi de suite. Il y avait de caoutchouc et autres. Mais lui est venu instaurer. Ça a créé de problèmes. Ça a créé de problèmes avec le Belge. On dit, mais bon, nous avons signé avec vous l'acte général de Berlin où il fallait miser beaucoup plus sur la liberté de commerce. Okay. Alors cette violation a fait à ce que, aujourd'hui, Léopold II puisse avoir des problèmes avec la Belgique. Nous avons vu après la Belgique qui a pris à la tête ou la gestion politique de notre pays à l'époque. Et c'est comme ça que l'histoire de la douane a commencé. Mais sans toutefois aussi entrer en détail, ce qu'il faut retenir est que l'histoire de la douane a commencé déjà avant la période coloniale. Après la période coloniale, nous avons connu en 1979 la question avec l'OFIDA. Okay. L'OFIDA qui a été créé en 1979. Et puis, au moment où il y a eu la crise économique en 79, vers les années 80, on a obligé à la RDC par les institutions de Bretton Woods. Ici, je vois la Banque mondiale, le FMI, qui ont demandé à la RDC, parce que la RDC est allée vers les institutions de Bretton Woods pour demander le financement, on a demandé à la RDC de pouvoir restructurer son service, finance et autres. C'est comme ça qu'on a signé le programme de structuration avec les institutions de Bretton Woods. À l'époque, l'OFIDA a fonctionné comme une entreprise publique. Évidemment. Et avant l'OFIDA, il faut retenir aussi que la douane a fonctionné depuis longtemps comme un service de l'État au sein du secrétariat général du ministère des Finances. Okay. Alors, le grand changement avec l'OFIDA, c'est qu'aujourd'hui, la douane, elle est totalement dans l'autonomie de gestion. Aujourd'hui, la douane a une personnalité juridique, certes, mais aujourd'hui, la douane travaille comme un service de l'État attaché au ministère des Finances aujourd'hui.
Ce qui veut dire que la douane n'a pas de l'autonomie juridique. Ça veut dire que si vous voulez aujourd'hui attaquer la DGDA, il faut passer par le ministère des Finances. Et ce qui n'était pas le cas à l'époque avec l'OFIDA, qui était une entreprise publique. Alors cela, bien sûr, est mis en évidence depuis 2009, depuis 2010, avec la création de la DGDA qui a remplacé l'OFIDA. Donc, c'est un peu justement, ça. il y a eu au fait le changement de statut, mais les missions sont restées les mêmes. Les missions sont restées les mêmes. La douane est restée à la frontière pour percevoir les taxes à l'exportation, à l'importation, mais aussi pour sécuriser la frontière, le marchandise, mais aussi des personnes. Hein. Donc, la mission, elle est restée la même, soit fiscale, économique, hein. Et donc, ainsi de suite. Alors, très bien, puisque nous parlons en fait de missions, n'est-ce pas, assignées à la Direction générale de douane et accises, dans l'ordre catégoriel, deux ont intrigué mon esprit, évidemment. Il y a d'abord la mission fiscale, mais également la mission socio-économique. Dans la mission fiscale, dans votre ouvrage, puisque je ne l'invente pas, j'ai quand même le temps de compulser de fond en comble votre ouvrage. Dans la catégorie des missions fiscales, vous l'avez en fait scindé en deux aspects. Il y a l'aspect douanier et l'aspect accisien. Dans l'aspect douanier, vous dites que la DGDA perçoit, n'est-ce pas, le droit et taxes sur le prélèvement des marchandises à l'importation, tout comme à l'exportation. Tandis que dans l'aspect accisien, vous dites que si cette perception-là s'opère sur le marchandise fabriqué localement, c'est à ce moment-là que l'on parle de l'aspect accisien. Mais il se pose un problème, Maître Nathan Mukendi, le problème que vous connaissez déjà. La République démocratique du Congo fait face, n'est-ce pas, à une balance commerciale déficitaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puisque le droit, je dirais l'aspect accisien, demande à ce que l'on prélève le taxe sur le produit locaux, on se rend compte que la République démocratique du Congo également ne produit pas assez localement. Est-ce que le déficit de la balance commerciale et le manque de productivité locale n'affaiblissent-ils pas les missions régaliennes assignées à la Direction générale des douanes et accises? Alors, merci beaucoup, parce que vous avez évoqué la question de la balance commerciale. Exactement, quand quand on fouine la question avec certains économistes, le tenant de l'école économique du mercantilisme, je vois ici par exemple Jean-Baptiste Colbert, en fait, vous allez comprendre que la question de la balance économique est une question stratégique, une question importante. Évidemment. Parce que la capacité économique d'un pays, je peux dire un État est généralement sur le plan économique malade quand on importe beaucoup et qu'on exporte peu. Oui, évidemment. Ça, c'est un problème. Mais la RDC, ce qui est vrai, importe évidemment beaucoup. Quand vous prenez notre tarif douanier, le tarif douanier, c'est un document dans lequel il est repris presque toutes les marchandises qui entrent. Vous en avez parlé dans votre voyage. Voilà, qui sortent dans un pays. Mais quand vous prenez notre tarif douanier, on énumère 90% de marchandises qui sont censées être importées en République démocratique du Congo. Mais à l'exportation, les législateurs congolais n'en ont mis que peu de marchandises. Et qu'est-ce que nous exportons? On se pose la question, qu'est-ce que nous ramenons à l'extérieur du pays? Certes, c'est nos minerais. Il faut quand même le retenir. La RDC a exporté en 2024 de marchandises, nos potentiels économiques, ça veut dire nos minerais, qui ont coûté jusqu'à 29 milliards de dollars. Okay. Mais le problème, c'est qu'on n'exporte pas seulement. Le problème, c'est que dans un pays normal, on ne peut pas seulement exporter le minerai. Et surtout que, vous savez, le minerai, à l'exportation, il ne paye pas le droit de douane. Qui sont exonérés de paiement de droits de douane. C'est un manque à gagner? Oui, c'est un manque à gagner, mais c'est un choix politique important parce qu'il faut attirer les investisseurs. Okay. Et donc la RDC, à l'exportation de minéraux, on ne paye pas le droit de douane. On perd plus ou moins, donc, 4 milliards, si je peux le dire. 4 milliards de dollars échappent à la RDC pour le fait que nos minerais sortent gratuitement. Alors, pour ce qui concerne l'importation, nous avons importé l'année passée exactement des marchandises allant jusqu'à 28 milliards, hein, ce qui est quand même aussi un chiffre intéressant. C'est ce qui a fait que la douane a attribué ou a contribué dans le budget national jusqu'à 30%. À 30%. Et donc, aujourd'hui d'ailleurs, avec l'actuel budget, le projet de l'actuel budget
2026, bon, je crois estimé à 20 milliards, la donne contribue jusqu'à 6 milliards de dollars. Okay, alors, mais tout ça, nous aurons ces potentiels, nous aurons cet argent beaucoup plus grâce aux taxes qui seront frappées par des marchandises à l'importation. Et donc, la question de la balance commerciale, elle est tellement importante. Donc, la RDC, ce qui est vrai, importe beaucoup, mais exporte peu. Et en ce qui concerne, c'est important vous interloquer, puisque également, dans l'autre paire de manches, n'est-ce pas, de la question que je vous ai posée, c'est celle de savoir également l'aspect axisien, n'est-ce pas, de cette mission-là, où ce même prélèvement est frappé sur le produit fabriqué localement. Or, je l'ai senti souligner ici, en République démocratique du Congo, il s'observe une faible productivité locale. N'est-ce pas un manque à gagner également pour la DGDA? Oui, mais le droit des axes, vous savez, je dirais, c'est le droit des axes, c'est le droit qui sera utilisé beaucoup plus en RDC avec le libre-échange. Okay. Parce qu'avec le droit douanier, on voit vraiment le paiement de droits de douane à l'import-export. Le libre-échange, nous voyons la suppression progressive de ce droit. On va rester uniquement avec le droit d'accise. Mais le droit d'accise, M. Igor, ça ne frappe pas seulement le produit à l'ère production, mais aussi certaines marchandises à l'ère importation. Les marchandises de consommation, voilà, oui, de consommation. Voilà. Par exemple, le tabac, aussi on utilise le droit d'accise, également appelé par beaucoup le droit de consommation. Donc, la RDC ne produit pas, certes, mais je crois qu'avec la politique du président de la République mise en place, il y a déjà la petite production qu'il y a. Mais moi, dans le livre que je suis en train d'écrire sur le droit d'accise, un autre projet de livre. Un autre ouvrage que vous êtes en train d'écrire, évidemment, ok. Parce que, bon, ça, je peux considérer ça comme une première partie. La deuxième partie de l'ouvrage, sur le droit d'accise, c'est qui, certes, n'est pas... Je crois qu'on aura également le temps de l'explorer une fois que ça sera n'est pas l'objet de ces livres actuellement, le droit des axes, c'est pas abordé dans cet ouvrage. Ça fera l'objet de notre ouvrage, je crois qu'on aura le temps de discuter. Certainement, on aura le temps de discuter là-dessus. Alors, puisque je parlais, en fait, de deux paires de manches qui m'avaient retenu, n'est-ce pas, dans l'ordre catégoriel des missions que vous avez listées concernant la DGDA, on a parlé de la mission fiscale. Là, revenons à la mission, je dirais, socio-économique. Et là, j'ouvre votre ouvrage. À la 51e page, vous avez résumé, en fait, ces missions en 4 aspects. Je vais rapidement les lire. Prévenir les autorités compétentes sur les impôts dont la hauteur ou l'espèce est de nature à compromettre le développement économique ou à stimuler la fraude. Indiquer aux autorités compétentes les impôts dont le niveau ne protège pas à suffisance les entreprises nationales de la concurrence étrangère. Je mets un full stop un tout petit peu ici, puisque là, ça donne à penser. On dit, je répète, indiquer aux autorités compétentes les impôts dont les niveaux ne protègent pas à suffisance les entreprises nationales de la concurrence étrangère. Or, vous le savez, Maître Nathan, que les entreprises nationales en République démocratique du Congo se plaignent des impôts exorbitants. Or, dans la mission socio-économique de la DGDA, c'est justement de dénoncer ces cas d'espèce-là. Pensez-vous que cette mission est convenablement remplie par la Direction générale des douanes et axes? Ben oui, effectivement, la DGDA remplit très bien ses missions. L'une des missions, comme vous avez dit, la douane, elle est là pour protéger l'industrie nationale. Okay. Ça veut dire que la douane, c'est là que la douane joue beaucoup plus une mission que beaucoup ignorent. Ça veut dire que la douane, elle peut être utilisée pour décourager la production ou l'importation de certains produits qui, exactement... qui peuvent être produits localement. Oui, posent problème au niveau local. On peut se rendre compte que, non, voilà, en RDC, nous avons déjà la production de farine. Ben oui, la douane peut, bien sûr par l'injonction du gouvernement, demander à ce que l'importation de ce produit soit arrêtée. Oui, là, c'est pour protéger beaucoup plus la main-d'œuvre nationale, que la douane joue beaucoup plus son rôle socio-économique. Et je prends l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans les conflits sino-américains. Nous avons la Chine et les États-Unis qui sont dans une guerre commerciale. Et les États-Unis utilisent la douane comme arme de guerre, évidemment, pour beaucoup plus contraindre la Chine
c'est vrai, parce que les États-Unis ont remarqué que la Chine avait adopté depuis un certain moment des comportements qui violeraient ou qui violent les règles du droit du commerce international. Par exemple, il y a eu la concurrence déloyale et autres. Mais les États-Unis utilisent la douane dans sa mission socio-économique pour bloquer l'utilisation de produits chinois sur les territoires américains. Évidemment. Alors ça, c'est pour beaucoup plus pousser les entreprises locales à fabriquer beaucoup plus. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans la mission économique de la douane, parce que si la douane n'utilise pas bien cette mission économique, nous allons arriver à l'inflation. C'est-à-dire, nous allons être devant une situation telle que ce sont les entreprises nationales eux-mêmes qui produisent, et ils pourront être devant certains abus, ils pourront abuser dans le prix, et bon, c'est dire que voilà, nous n'avons plus de concurrence, parce que des entreprises étrangères n'importent plus ou n'amènent plus de marchandises sur notre territoire, et les entreprises qui produisent localement peuvent s'y retrouver dans une situation où ils se voient dans le devoir d'augmenter le prix. Et ça, c'est un danger pour l'économie d'un pays, parce que ça peut créer l'inflation. Et dans les cas d'espèce, que faire pour parvenir à un juste milieu? Bon, je crois dans un pays normal, il faut qu'il y ait, c'est vrai, il faut qu'il y ait la possibilité des autres pays de ramener des marchandises sur les territoires nationaux. Ça veut dire qu'il doit y avoir les échanges commerciaux, il doit y avoir l'import, en même temps aussi l'export. Et sur le plan du commerce international, c'est un problème. Aujourd'hui, nous avons l'Organisation mondiale du commerce qui pousse beaucoup plus le pays à mettre en évidence sa politique. Aujourd'hui, un pays, il fonctionne normalement que quand il y a cet échange commercial. Donc, l'Organisation mondiale du commerce est là et travaille jour et nuit pour exactement pousser le pays à appliquer cette politique-là. Certainement, pour appliquer cette politique. Alors, j'étais en train, en fait, de lister quelques émissions socio-économiques que vous avez, en fait, énumérées dans votre ouvrage. Vous avez également parlé, en fait, de suggérer des mesures tarifaires susceptibles d'inciter la transformation sur place des produits avant leur exportation. D'ailleurs, vous en avez tantôt brièvement évoqué ici. Et vous avez poursuivi pour dire que c'est la protection de l'industrie locale. Et c'est là que la DGDA joue un rôle prépondérant. Exactement. Voilà, donc vous l'avez tout dit. C'est là que la DGDA joue un rôle prépondérant pour la protection beaucoup plus de l'industrie nationale et la protection de la main-d'œuvre nationale. Mais dans les faits, on a comme l'impression que la mesure souffre un tout petit peu, je dirais, d'efficacité, puisque l'effet d'entraînement, n'est-ce pas, de l'application de cette mesure par la DGDA n'a pas une incidence directe sur les entrepreneurs, surtout locaux, qui se plaignent toujours. Bon, qui se plaignent, bon, pas du tout. Ce qu'il faut retenir que la DGDA, bon, reste, je peux dire, l'instrument de la politique, un instrument très important dans la géopolitique. La DGDA ou la douane met exactement en évidence la politique de l'État. Et elle est beaucoup plus trouvée à la frontière, hormis exactement à l'intérieur ou à la production locale, où il y a le droit d'accise. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre la matérialisation de cette mission de la douane, c'est parce que sûrement à l'intérieur on ne produit pas aussi autant que on n'arrive pas à comprendre ou à voir l'importance de cette mission de la douane. Alors, c'est pour cette raison, puisque vous avez dit que la politique est insufflée, n'est-ce pas, à la DGDA, pour essayer un tant soit peu, au fait, d'attirer les investissements, de rendre le marché, je dirais, congolais beaucoup plus attractif et bénéfique, n'est-ce pas, aux entrepreneurs locaux, allant jusqu'à même à exonérer certains produits des droits de douane. Ah oui, exactement. Vous savez, l'exonération de droits de douane, l'exonération illégale. Ça veut dire que c'est prévu dans la loi. Mais ce n'est pas un manque à gagner, je répète encore cette question. Pour la DGDA, vous avez dit ici, oui, qui soutient à 30% en fait, les budgets nationaux. C'est un manque à gagner, exactement. Mais vous savez, si vous utilisez aussi mal la douane, eh bien, vous allez faire fuir les investisseurs. Vous n'allez pas faire propulser les investisseurs qui sont déjà sur place. La question des exonérations, je crois que la RDC a déjà listé de produits qui sont exonérés. Bien sûr. Par exemple, nous avons le minerai, je l'ai dit ici, que nos minerais sont exportés sans payer le droit des douanes à l'exportation.
Nous avons aussi le produit pétrolier. Voilà, il y a aussi certains produits en rapport avec la technologie. Vous savez, en 1996, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a signé un accord sur les technologies. Ça veut dire que dans cet accord, il est demandé, ou il est beaucoup plus encouragé, que les États puissent importer ou laisser passer librement les instruments de la technologie pour faciliter l'information. Évidemment. C'est comme ça, par exemple, quand vous prenez notre code numérique de 2023, parce qu'il s'est publié récemment, bien sûr, il est dit clairement dans le code numérique que certains produits en rapport avec le code numérique sont énumérés exactement à l'article, j'ai oublié la précision de l'article, que ces produits entrent sur le territoire douanier sans payer le droit des douanes. Donc c'est l'exonération totale. On parle de paiement de droit des douanes zéro. À part ça, il y a aussi le pétrole. Bon, il y a aussi du carburant. Vous savez, le carburant, on ne peut pas fonctionner dans un pays s'il y a un manque de carburant. C'est comme ça que la RDC a mis en place une politique telle que le carburant ne doit pas payer le droit des douanes à l'importation. Parce que si on faisait payer à l'importation le droit des douanes, les carburants coûteraient trop cher. Énormément cher. Voilà. C'est comme ça que la RDC, le gouvernement congolais depuis un moment, accepte de payer ces déficits-là. C'est-à-dire accepte de payer le manque à gagner. De payer le manque à gagner. Mais c'est pour permettre à ce que nous, la population, on puisse payer le carburant à moins cher. Très intéressant. Mais c'est un choix politique, je dirais. C'est un choix politique, les exonérations, c'est un choix politique. Pourquoi? Parce que ça fait appel à des investisseurs. C'est pour encourager les investisseurs. Très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a certains opérateurs, n'est-ce pas, économiques, également toujours dans la logique, n'est-ce pas, de se plaindre, qui se plaignent par moments aussi des barrières douanières très excessives, et ce qui, comme vous l'avez dit tantôt ici, pour vous paraphraser, pourrait en fait faire fuir, n'est-ce pas, les climats d'affaires, en fait, ne pourrait pas peut-être garantir un bon climat d'affaires, mais également éroder l'attractivité des investissements. Je crois qu'on ne pourrait pas s'éterniser sur cette question-là. Je passe à la page 54 de votre ouvrage, où vous avez en fait parlé en fait des zones d'intervention douanière. Et dans les zones d'intervention douanière, vous avez mis l'accent sur les rayons de douane. Et dans ces rayons de douane-là, en fait, je me suis apaisanti sur la catégorie que vous avez faite, la zone maritime, la zone fluviale ou lacustre que vous avez citée, mais également la zone terrestre. Pensez-vous que les zones d'intervention douanière de la République démocratique du Congo sont-elles très bien sécurisées? Et qui a plutôt la charge de la sécurisation de ces zones, je dirais, d'intervention douanière de la République démocratique du Congo? En peu de mots seulement, puisqu'il y aura une autre question qui va suivre. Ah bah d'accord, c'est lui qui a, c'est la douane. C'est la douane qui est chargée de contrôler. Est-ce que c'est bien sécurisé? Bah oui, parce que nous avons des bureaux de douane presque partout. Alors, si je pose cette question... on doit avoir, à la frontière, nous trouvons le bureau des douanes. Bien sûr. Ça veut dire c'est une frontière qui est légale. Hein, ça veut dire qu'il y a les échanges, il y a la facilitation des échanges, conformément à la loi. Ça veut dire que nous allons trouver où nous trouvons le bureau des douanes. Et nous trouvons des bureaux de douane presque partout. Hein. Il y a des bureaux de douane, vous allez trouver dans... presque toutes les provinces. Alors, nous trouvons les bureaux de douane presque partout, mais dans la récente communication de la vice-prémature du transport, il avait été listé plus de 240 ports illégaux, non homologués. Et la vice-prémature avait d'ailleurs exigé la fermeture de ces ports-là. Pourquoi? Parce que des centaines de millions de dollars américains échappaient à l'État congolais et à la régulation, à la réglementation publique. Qu'est-ce qui doit être fait en amont pour éviter ces mésaventures-là? Pourquoi? Parce que vous avez parlé ici de droit, on trouve les bureaux de douane partout, mais sauf dans des ports qui sont qualifiés ou encore jugés d'illégaux. Bon, je crois que c'est un problème de mentalité de la population. C'est un manque à gagner, ce qui est vrai. Les ports illégaux, ils sont partout. Je peux prendre le cas de port illégal de Maluku. Qui existe depuis des années. Et il y a d'ailleurs 30% de produits qui entrent illégalement sur le territoire. Mais on a connaissance quand même de ces ports-là, mais pourquoi on n'intervient pas? Qui doit intervenir? La DGDA ou c'est le pouvoir public?
Donc je crois que le gouvernement, depuis quelques années, travaille déjà là-dessus pour installer les bureaux de douane presque partout. Le problème, c'est juste d'installer le bureau de douane. Donc quand on prend, on installe le bureau de douane et puis et directement toutes les marchandises passent par là. C'est vrai, c'est une question, c'est une grande question, mais ce qui est vrai, la République démocratique du Congo parle moins du gouvernement et donc la douane aussi travaille beaucoup plus. Oui, même alors, vous parlez des bureaux de douane. Je rappelle ici, les bureaux de douane sont faits des entités administratives qui contrôlent le transit des personnes et des marchandises, Exactement. évidemment. Mais les problèmes, la problématique de la fraude douanière persiste. Maître Nathan, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bon, la fraude douanière, elle existe. Le code de douane a prévu que la fraude douanière est une infraction. Parce qu'en vrai, c'est un comportement criminel. Elle dit que les gens frauderont toujours, mais la douane, elle est là pour lutter exactement contre la fraude. Okay. Mais depuis un moment, j'apprécie déjà les efforts du gouvernement avec la DGDA. Il y a la mise en place de certains instruments informatique. Aujourd'hui, nous avons par exemple le guichet unique. Bien sûr. Nous avons par exemple les systèmes Sidonia. Oui. Avec ça, il y a moins de fraude. Oui. C'est-à-dire avant, il était question de se présenter à la frontière avec de l'argent et puis avec toutes les marchandises qui demandaient la présence personnelle des opérateurs économiques ou peut-être des commissionnaires en douane. Mais depuis un moment, la douane travaille dans la politique selon laquelle on doit permettre à tout le monde de pouvoir dédouaner sa marchandise, même en étant à la maison à partir de son téléphone. Alors, même alors, Maître Nathan, il y a toujours des problèmes qui existent. Vous avez en souvenir, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku à l'époque, avait déploré les pratiques des marchandises illicites comme le dumping et le transbordement qui faisaient échapper à l'État congolais des milliards de dollars américains. Exactement. Mais comment faire pour juguler? Puisqu'on sait bien que le mal existe, mais comment faire pour étouffer ces mal? Bon, je crois que c'est tout simplement une question de renforcer la politique au niveau de la douane. Les gens ont du mal à comprendre. Les gens doivent être éduqués normalement pour comprendre que la douane, la fraude plutôt, elle décourage ou elle ne profite pas à l'État congolais. C'est juste une question de changement de mentalité. Et que nous, d'ailleurs, moi particulièrement, j'ai prévu des séminaires avec mon équipe dans l'académie du droit douanier que j'ai créée, avec certains opérateurs économiques et certains douaniers. Nous avons prévu certaines formations pour recycler ou pour faire comprendre aux gens le bénéfice qu'il y a de pouvoir passer normalement par la déclaration légale de marchandises et éviter la fraude. Parce que ça ne profite pas à la République démocratique du Congo. Maître Nathan, oui. Je crois que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Mais nous ne pouvons pas nous séparer sans pour autant effleurer justement la question de libre-échange, puisque ça constitue l'autre paire de manches, n'est-ce pas, de votre ouvrage. Or, quand on parle de libre-échange, dans le contexte africain, on voit la ZLECAf. En peu de mots, juste en quelques mots, quelles sont, je dirais, les implications, n'est-ce pas, économiques de l'application de la ZLECAf? Bon, la ZLECAf, il faut retenir que la République démocratique du Congo, depuis décembre 2021, a signé l'accord de ratification de libre-échange. Donc aujourd'hui, nous avons le libre-échange au niveau de tous les pays africains, qui est la ZLECAf. Donc c'est le passage libre de marchandises aux frontières. Alors, ce qu'il faut retenir sur le libre-échange, c'est que les libres-échanges ne sont pas encore mis en évidence dans notre pays. La RDC a demandé un moratoire. Ça veut dire un temps pour le laisser étudier, réfléchir pour la mise en évidence ou la mise en pratique de ces libres-échanges. Et la période demandée qui est le moratoire est des 13 ans, des 10 à 13 ans. Avec possibilité de prorogation de 5 années plus supplémentaires. Alors pendant ces temps, la RDC réfléchit. Nous, d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir. Il y a le livre que j'ai écrit, qui porte également comme vous l'avez dit, sur les libres-échanges, qui donne des mesures, des stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le RDC puisse garder son potentiel économique? Vous voyez, par exemple, pour que la douane reste forte dans sa mission fiscale, de percevoir le droit des douanes à l'exportation, pour que la facilitation ou la liberté des échanges ne puisse pas perdre à la RDC le financement au trésor public, comme vous avez dit, la douane finance jusqu'à 30%. Et donc, l'étude, il y a des études qui sont en cours, qui sont en train d'être menées par des experts, des spécialistes pour
permettre à ce que le libre-échange soit vraiment une réussite. Évidemment, pour vous compléter, vous avez parlé au fait de la réactualisation peut-être des régimes douaniers nationaux avant l'application en fait de la ZLECAf. Alors, mais je veux préciser une chose, et très important, c'est que la réussite du libre-échage dans notre pays, il faut retenir aussi, ça passe par les infrastructures de transport. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus et je souhaite et je salue le projet de Port des Lobito, qui est un projet qui passe, qui va traverser, qui commence par Kolwezi, donc c'est l'échange de nos produits miniers, ça va permettre les échanges de nos produits miniers avec, ça va passer par la Zambie, l'Angola, jusqu'au port des Lobito. Aujourd'hui, je salue beaucoup plus cette infrastructure de transport, parce que la réussite du libre-échange, c'est aussi permettre ou avoir la possibilité de cheminer nos marchandises facilement jusqu'à la frontière. Donc, je peux dire ça. En tout cas, Maître Nathan, d'un côté, vous parlez de questions de droit de douane, de l'autre question, vous parlez de libre-échange. Le droit douanier, l'imposition des mesures douanières, libre-échange, la suppression des mesures douanières. Comment conciliez-vous cette thématique? Bon, ce qui est vrai, la question de la douane marche toujours, ensemble avec la question du libre-échange. Aujourd'hui, avec la politique de l'Organisation mondiale de la douane, on veut aujourd'hui ouvrir, donner la possibilité à la population ou à notre pays, par exemple la RDC, la possibilité d'avoir un marché de plus de 1,3 milliard de personnes. Alors, cela va passer par la possibilité de laisser de marchandises passer gratuitement, parce que aujourd'hui, c'est la douane qui est à la frontière. Et donc, la douane est là pour mettre exactement en pratique la mission même de ces passages. Aujourd'hui, le libre-échange, il est attaché à la douane. Le libre-échange est attaché à la douane et qu'on ne peut pas évoquer de question du libre-échange sans parler de la douane, parce que c'est la douane qui est comme le catalyseur du libre-échange. En tout cas, merci beaucoup, Maître Nathan, d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir honoré à notre invitation. Je vous remercie, M. Igor. C'était un plaisir de passer ce temps avec vous. Et voilà, c'est la fin de cette émission Économie et Livres. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Merci.